Alors que le projet de réforme de l'audiovisuel public revient au Sénat aujourd'hui et demain en seconde lecture, quel est l'objectif de cette holding souhaitée par la ministre de la Culture, Rachida Dati? Et plus largement, quelles sont les conséquences de la concentration des médias sur notre démocratie? On en parle ce matin avec deux invités qui signent chez Payot cet ouvrage «Sauver l'information de l'emprise des milliardaires». Bonjour Olivier Legrain. Bonjour. Vous êtes un homme d'affaires, ancien industriel et aujourd'hui psychothérapeute. Et votre co-auteur est en face de vous. Bonjour Vincent Hédin. Bonjour. Vous êtes journaliste et essayiste. Alors peut-être un mot sur cette réforme de l'audiovisuel public, Vincent Hédin. Avec vous, où en est-elle? Pourquoi Rachida Dati y tient tant? Disons que ça fait 4 fois qu'elle essaye de faire passer ce texte qui diminuerait considérablement l'autonomie et le pluralisme de l'audiovisuel public, contre lequel elle ne cache pas qu'elle a une acrimonie extrêmement forte. Je pense qu'il suffit de voir la séquence sur France 5 très récemment face à Patrick Cohen, qui était d'une violence inouïe, assez inédite en France, proprement trumpiste. C'est un vieux serpent de mer. En fait, ça fait des années qu'on dit qu'il faut faire une holding, mais elle a essayé de passer en force, d'accélérer le calendrier législatif pour donc faire une holding unique avec un directeur unique de l'information et ainsi mettre à mal ce qui fait la force de l'audiovisuel public français, à savoir le pluralisme et la diversité. Olivier Legrain, certains pourfendeurs de la réforme craignent qu'il soit ensuite plus facile de vendre le groupe en cas de privatisation. Qu'en pense l'homme d'affaires que vous êtes? Il y a deux genres de holding. Il y a ce qu'on appelle une holding de moyens, ce qu'on appelle les fonctions support dans un autre monde, c'est-à-dire mettre en commun la comptabilité, le contrôle de gestion, la finance et les ressources humaines. Ça peut donner une certaine force, ça fait de très faibles économies. Puis il y a une deuxième type de holding qui me semble être beaucoup plus la cible de la réforme voulue par Rachida Dati, qui est une holding où on commence à toucher au contenu. Et en plus, quand on touche au contenu d'un service public des biens communs, c'est extrêmement dangereux. Et je pense que c'est ça qu'ils ont derrière la tête. Ça a commencé par la redevance qui a été modifiée, qui donne un pouvoir politique différent de toucher à la redevance. Et si on commence à faire des filiales dans lesquelles on touche au contenu, c'est évident qu'avec un pouvoir politique différent, ça va faciliter une privatisation. Et là, je pense que c'est extrêmement dangereux pour la démocratie. L'un des arguments de la ministre, de ceux qui défendent cette réforme, c'est de dire on va faire une BBC à la française, il faut être plus fort face aux mastodontes que sont Amazon ou Netflix. Vincent Hédin. S'il fallait être plus fort face à Amazon ou Netflix, on aurait augmenté les budgets de l'audiovisuel public, on aurait sanctuarisé la redevance en demandant une contribution exceptionnelle, pas en mettant en péril chaque année le budget global, en menaçant de le baisser de moitié. Enfin, on l'a bien vu à chaque fois avec des initiatives. Ils avaient déjà fait la même chose pour la plateforme Salto, c'est-à-dire que c'est les vieux mêmes mots que Olivier connaît parfaitement, de mutualiser les synergies, etc. Mais au final, il faut un budget global et il est plutôt en baisse. Et surtout, ce qu'on voit depuis quelques années, sans même cette réforme, c'est des coups de canif portés contre l'information. Et donc ça fait écho à ce qui se disait juste avant dans la revue de presse. Quoi qu'il arrive avec le sort de la réforme qui est aujourd'hui en lecture au Sénat, à la rentrée sur France Inter, l'excellente émission Secret d'Info qui était hebdomadaire va passer mensuelle et l'excellente émission Interception qui était mensuelle va devenir exceptionnelle. Et c'est la même chose qui s'est passé avec France Télé, avec des attaques contre Élise Lucet et Tristan Valdec il y a quelques mois. Ils ont vraiment l'information dans le viseur plus que tout le reste. Quelle place, on a vu cette semaine le projet de rachat du Média Brut par Rodolphe Saadé, qui détient déjà la Tribune ou BFM TV. On recevra tout à l'heure les auteurs d'une enquête dans le Nouvel Obs à propos de Vincent Bolloré. On verra qu'il a d'autres vues sur d'autres médias. Ça sort aujourd'hui dans le Nouvel Obs. Est-ce que c'est aussi cette concentration-là des médias qui pousse l'audiovisuel public à se réunir, à votre avis, Olivier Legrain? Je pense que là, on tombe sur un vrai problème pour la démocratie, ce qu'on a essayé d'écrire dans notre livre avec Vincent. C'est-à-dire qu'il y a très nettement un changement politique, un changement culturel dans le pays, et que ces 10, 11, 12 milliardaires sont en train d'emmener la démocratie vers quelque chose que je trouve extrêmement dangereux. Oui, certainement que c'est un projet global. On voit ce que veut faire Vincent Bolloré, on voit ce que veut faire maintenant de plus en plus d'ailleurs les liens qui se tissent entre Bernard Arnault et Vincent Bolloré. Et je pense que ce qui est visé par la réforme, appelons-la Dati, va dans ce sens-là complètement. Dans votre introduction de ce livre, Sauver l'information de l'emprise des milliardaires, vous rappelez que ce n'est pas nouveau et que déjà sous la Troisième République, on voyait ce genre de choses. Peut-être que ce qui est nouveau, c'est l'importance de ces groupes. Oui.
on citait dans notre livre François Coty, qui était un parfumeur qui a mis dans les années 30 la main sur le Figaro. Si on remonte plus sous la troisième, ou sous l'Empire Napoléon III, il y avait Émile de Girardin, mais une concentration dans autant de faibles, un nombre de mains aussi faible, ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Pourquoi, à votre avis, Vincent Hédin, le fait que nombre de médias soient détenus par des milliardaires est un problème pour l'information? Puisque vous titrez bien votre livre « Sauver l'information » et pas « Sauver les médias qui, vraisemblablement, n'ont pas forcément besoin d'être sauvés ». De l'emprise des milliardaires. Alors, sauver les médias, on ne se serait pas permis, puisque Non. c'était le titre d'un excellent ouvrage de Julia Cagé il y a une dizaine d'années. En fait, il y a deux questions dans la vôtre. On peut être un milliardaire et vouloir faire de l'information de qualité. Après tout, depuis que Xavier Niel a racheté le quotidien Le Monde, il y a 25% de journalistes en plus et 25% de papier en moins. Il y a une qualité éditoriale qui a monté. Ça s'en ressent avec ses 150 000 abonnés, ce qui est un record historique pour le média. Mais la plupart, en fait, de ces milliardaires sont arrivés dans l'empire médiatique, puisqu'ils n'ont pas bâti leur fortune là-dessus, au cours des années 2000, quand Internet a cassé le modèle économique des médias et a fait que la majorité des grands médias sont devenus déficitaires, et c'était les seuls à pouvoir racheter avec leur fortune. Et ils ont préféré faire de l'information low cost, à savoir du commentaire, sans investigation, sans terrain, ça coûte beaucoup moins cher. Enfin, c'est quelque chose qui a déjà été très étudié. Je sais pas, je pense aux travaux d'Alexis Lévrier, par exemple, mais l'historien de la presse. Mais c'est sûr que quand vous prenez les plateaux des chaînes bolloréennes, vous prenez 4 experts toutologues et vous leur faites parler pendant 3 heures à la fois de la réforme des retraites, la réforme Dati et la Syrie. C'est sûr que ça coûte pas très cher à produire. Mais nous, ce qu'on a vraiment voulu dire dans le livre, c'est qu'au-delà d'une information qui est très dégradée, c'est le pluralisme qui est menacé. Parce que dans ce qu'évoque Olivier auparavant, dans la Troisième République, il y a différentes familles, mais il y a aussi des grandes fortunes plus acquises à la gauche, plus acquises au progressisme, à l'État-providence. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas comme Vincent Bolloré dans une guerre culturelle d'extrême droite, mais en tout cas, il n'y en a vraiment aucun qui est pour le progressisme social et écologique. Le pluralisme est menacé en France, vous diriez ça vous aussi, Olivier Legrain? Oui, je pense que le pluralisme est fortement menacé en France. D'où le projet de la Maison des médias libres que je porte depuis 10 ans pour essayer de retrouver une forme de pluralisme. D'où ce qu'on a dit il y a quelques minutes sur le risque majeur de l'attaque des services publics. Le pluralisme en France, dans une démocratie, c'est les journaux indépendants aujourd'hui et les services publics. Et la concentration dans les mains de 10 ou 12 milliardaires est extrêmement dangereuse. Donc ça menace le pluralisme. Je rajouterais par rapport à ce que dit Vincent, tu vois, à ce que vient d'être dit, Vincent Bolloré mène en plus une guerre idéologique, culturelle et religieuse. Quand on entend dire de plus en plus, et je crois que c'est dans l'article de l'Obs qui sort cette semaine, il a un rapport à l'Église catholique extrêmement embêtant dans une démocratie laïque. On va en parler puisqu'on aura les deux co-auteurs de cette enquête tout à l'heure à 8h20. Mais que proposez-vous pour améliorer la qualité de l'information en France? On propose, je dirais, 2 ou 3 choses. Personnellement, pour moi, la plus importante, ça serait de donner un droit de veto aux journalistes pour le choix de leur directeur de la rédaction. Je pense qu'un des grands scandales, on peut appeler ça un scandale, ce qui s'est passé sur le JDD aurait pu parfaitement éviter si les journalistes avaient le droit de veto sur leur directeur de la rédaction, et Geoffroy Lejeune n'aurait jamais été nommé. Ce qui veut dire d'ailleurs, en passant, que ça donne beaucoup trop de pouvoir aux propriétaires par rapport au bien public. On pourrait très bien considérer, c'est ce qui était dit du temps où le Washington Post était possédé autrement, que l'intérêt du lecteur est plus importante que l'intérêt du propriétaire. Renforcer le pouvoir de l'Arcom. On voit bien que tout ce qui a été dit, les conseils qui ont été donnés à Cyril Hanouna n'ont servi à rien du tout, qu'il a fallu attendre 52 ou 53 mises en demeure pour qu'il se passe quelque chose. Et on pourrait, c'était je crois qu'une idée de Julia Cagé il y a quelque temps, limiter le pouvoir des milliardaires en faisant la somme de l'audience télévision, presse et web. Vincent Hédin? C'était ce que proposait Julia Cagé, c'était leur en laisser un de chaque. Un de chaque. On peut avoir une télé, une radio, un média, mais pas plus que ça.
pas démultiplier. Évidemment, il faut rajouter l'édition dans l'équation, puisque en l'occurrence, il y a 2 milliardaires, Vincent Bolloré et Daniel Kretinsky, qui, à eux deux seuls, possèdent la majorité des maisons d'édition en France. Mais nous, ce qu'on prône, c'est effectivement renforcer la gradualité du pouvoir de l'Arcom. Alors, je sais qu'en ce moment, les agences indépendantes ont mauvaise presse dans ce pays, mais on imagine que l'Arcom pourrait faire des arrêts d'émission temporaires. C'est-à-dire qu'effectivement, comme l'a rappelé Olivier, C8 a été rappelé 52 fois à l'ordre pour des propos extrêmement graves. Ils ont comparé l'avortement à un meurtre de masse. Ils ont comparé les migrants à des punaises de lit. Donc il n'y a pas de censure ou quoi que ce soit. Si on s'arrête un instant sur cette mesure, interdire aux milliardaires de posséder plus d'un média, qui va s'occuper des autres? Mhm. Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire, c'est un peu ce que disait tout à l'heure mon camarade, c'est que si on fait ça, moi je trouve que ce que Xavier Niel a fait par exemple pour Le Monde donne une certaine forme d'indépendance. Donc après, Et il n'a pas qu'un média. il n'a pas qu'un média. C'est une vraie question. Qu'est-ce qui doit être dans le domaine public, qu'est-ce qui doit être dans le domaine privé, c'est une vraie question à observer. Après, il y a un autre problème en France, c'est qu'en France, on lit de moins en moins les journaux. Donc effectivement, ça rend l'équivalent financier extrêmement complexe. Il y a un autre point qui est très important par rapport à ce que tu disais, c'est la chaîne de la valeur, qu'on appelle ça comme ça dans un autre monde. C'est-à-dire qu'on voit que les 10 ou 12 milliardaires sont en train de s'intégrer sur l'ensemble. On commence par la presse, il y a l'édition, il y a la distribution, il y a les festivals, il y a les maisons de journalisme, Les instituts de de sondage. sondage. C'est une puissance de plus en plus forte. Ça vient de racheter Brut. Bernard Arnault a racheté la GFI, l'Opinion. Le risque, c'est de perdre en diversité aussi des opinions des médias. Bah oui, enfin hier, je me rendais dans une ville du Nord et je suis passé par la gare où Vincent Bolloré a le monopole. En France, le monopole de la distribution avec les relais, avec un Y, et il a le monopole des gares et des aéroports. Bah, vous voyez bien les choix éditoriaux qui sont faits. Donc, en tête de gondole, j'avais le choix entre David Lisnard, Éric Ciotti, Jordan Bardella et Luc Ferry. Donc, ça donne une idée de la diversité d'opinions qui sont prônées. Bernard Arnault disait, à propos du quotidien Les Échos qu'il possède, « Je ne veux y voir que des idées économiques libérales ». Et évidemment, vous imaginez que quand il fait la même chose en rachetant la GFI, puis l'Opinion, ça veut dire qu'il a le monopole sur les quotidiens qui sont lus par les patrons. Il ne veut y voir que des idées libérales. On est comme ça dans cette espèce de polarisation actuelle complètement folle qui a poussé Bernard Arnault à dire, je crois que c'était dans une interview au journal Le Figaro, que Le Monde était désormais sur une ligne LFiste, ce qui m'avait échappé personnellement quand je lis ce quotidien. Donc oui, vous voyez ça, ils ouvrent la fenêtre d'Overton, quoi. Mais comment faire pour lutter contre ça? Puisqu'en fait, c'est le capitalisme que vous dénoncez en un sens, Vincent Hédin. Dans ce livre, est-ce que Il y a vous un avez capitaliste qui dénonce le capital aussi en face. Mais alors oui, vous, on pourrait en parler de votre maison des médias que vous souhaitez créer, indépendante, Olivier Legrain. Je crois qu'elle va voir le jour l'année prochaine. Mais c'est vrai, 2027. en 2027, mais c'est vrai qu'on pourrait vous reprocher la même chose, de faire de la politique, de rencontrer des responsables politiques de gauche. Vous avez même soutenu financièrement la primaire populaire. Vous aussi, vous avez des liens entre la gauche, les médias? Mais je suis propriétaire d'aucun média. Et je n'ai absolument pas cette intention, c'est absolument pas, en dehors du fait que c'est bien écrit dans le livre, 1 milliard et 1 million, c'est pas la même chose. Mais vous précisez bien que vous êtes millionnaire, vous. Oui, en plus. Moi, ma dimension, c'est la maison des médias libres, c'est-à-dire regrouper des médias. Je suis absolument actionnaire d'une manière. J'ai pu les aider un tout petit peu avec 1 ou 2% pour certains, mais je n'ai absolument aucune envie, et c'est absolument pas mon désir, absolument pas ma philosophie, d'acheter des journaux, ce qui est complètement différent. On voit très bien que ce capitalisme, il est à la fois une guerre culturelle, idéologique menée par certains, et une guerre de capitalisme de connivence, capitalisme d'influence. Vous rappelez dans le livre que c'est l'échelon européen qui a empêché Vincent Bolloré d'avoir quasiment toute l'édition en France. Ça veut dire que nous, dans le pays, on n'a pas les moyens en fait de s'opposer. Et qu'est-ce qu'il faudrait, une loi? Est-ce que vous avez réfléchi à ces questions-là, Vincent Hédin? Alors on a les moyens de s'opposer, mais en fait il n'y a pas de réelle volonté de s'attaquer
à ce qui est souvent appelé, je crois, par des économistes, le capitalisme de connivence. Les liens entre les 10 et 11 milliardaires et le pouvoir politique est extrêmement fort. Aucun d'entre eux n'a fait fortune dans les médias et tous dépendent de commandes publiques ou vivent de la régulation publique. Donc il n'y a pas tellement envie de les embêter. C'est venu de Bruxelles, comme pour les GAFAM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autre menace qui pèse sur l'information, ce sont les réseaux sociaux et l'IA générative. Et en France, le secrétaire d'État au numérique, comme il y en a eu 3 ou 4 qui se sont succédés, vous m'épargnerez leur nom, mais était resté assez discret. En revanche, Thierry Breton, qui est pourtant pas un adversaire farouche du capitalisme, je rappelle que c'est l'exécuteur testamentaire de Bernard Arnault, lui avait affronté frontalement Elon Musk. Et c'est ça qu'il nous faudrait. Vincent, je rajouterais quand même par rapport à Bruxelles. Olivier Legrain. Pardon. Je rajouterais que par rapport à Bruxelles, quand on donne un équilibre entre Kretinsky et Bolloré, on donne un équilibre entre 2 gros milliardaires qui sont dans un capitalisme d'influence ensemble. Comment expliquer aussi que de grands journaux soient en fait à perte, et donc pourquoi certains milliardaires s'y intéressent? La réponse est peut-être dans la question. Et Oui. quel est peut-être dans la période récente, le rôle qu'a eu l'information gratuite? Puisque vous rappelez bien, vous, Olivier Legrain, qui est un spécialiste des sujets d'investissement et économique, que c'est pas gratuit de fabriquer de l'information, et peut-être qu'on s'y est trop habitué. Oui, probablement aussi. Après, ça coûte cher. Ça coûte cher, il faut payer. Il y a de moins en moins de lecteurs, donc c'est effectivement très compliqué. Et pour ces milliardaires, on voit bien la perte qu'il y a dans les Échos ou dans le Parisien. C'est rien par rapport à leur fortune. Donc la question que vous posiez tout à l'heure est une vraie question. Où est la limite du service public? Parce qu'effectivement, si les milliardaires ne s'intéressent pas à des journaux qui perdent de l'argent, qui va s'y intéresser? Dans cette maison des médias, est-ce que vous aurez des aventures comme par exemple Blast, qui marche très bien sur Internet? On pourrait aussi citer Mediapart, je crois que vous le citez dans le livre, qui arrive à fonctionner sur ses abonnés, sans subvention, sans publicité. Est-ce que c'est ce genre de médias que vous voulez réunir, ou ce sont d'autres aventures éditoriales? Sont beaucoup. Il y aura 4500 mètres carrés, 350 postes de travail, donc il y a de quoi accueillir énormément de monde. Je pense que Mediapart est maintenant dans une autre vie. Blast est intéressé par sa maison des médias libres, et il y en a plein d'autres qui sont intéressés. Il y aura également des maisons d'édition. Il y a un vrai pluralisme. À la base, c'est le pluralisme le plus possible. Après, qu'est-ce que ça voudra dire le pluralisme? L'histoire le dira quand ça avancera. Oui, puisque vous dites souvent, moi, s'il y avait en boucle sur les chaînes d'infos en continu des sujets de gauche, je me battrais également. Tout à fait. Oui. Mais pas... Enfin, oui et non. Ah. La phrase était plutôt de dire que si les milliardaires de gauche possédaient autant de journaux, on se battrait. Voilà. Mais pour le moment, et très souvent dans l'histoire, c'était rarement des milliardaires de gauche. Vincent Hédin? Oui. Non, je disais que la probabilité que les chaînes info soient de gauche est moins forte que de voir des éléphants voler au-dessus de Paris demain. Non, mais nous, ce qu'on dénonce dans leur modèle, c'est effectivement l'emprise totale de quelque chose qui n'existe pas sur France Culture. Donc je profite de cette antenne, c'est les faits divers, parce qu'effectivement les faits divers font diversion, et ça permet d'animer des heures d'antenne, en disant pas grand-chose et en déformant une réalité globale. Je pense aux questions de violences faites aux femmes ou au climat. Vous pouvez toujours prendre un épiphénomène pour tordre la réalité, et ça, c'est vraiment dangereux. Olivier Legrain, est-ce que vous avez vu un moment de bascule toutes ces années? Qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager sur ces sujets-là? Ça m'a toujours intéressé. Donc je pense qu'il y a un moment où on s'est rencontrés et on s'est dit, au même moment où la Maison des médias libres, que je porte depuis 10 ans, était en train d'avancer dans sa phase définitive, que c'était bien de publier un livre où on rassemblait, en fait, on n'apprend pas des milliards de choses dans ce livre, mais on met bout à bout. Un cri, Un cri, on pourrait dire que c'est presque un... Voilà, si le titre Résister n'avait pas été pris par un autre livre, on aurait peut-être appelé ça Résister. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens... au livre de Salomé Saké. C'est la même collection et la même éditrice, Laurel Nakaoui, qu'on remercie. Oui. Voilà, qu'on salue aujourd'hui. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit, j'ai pas appris grand-chose, mais je sais que maintenant, je vais m'informer différemment. Et si ça pouvait se répandre dans le pays, ça serait notre plus grande victoire. Vincent Hédin? Non, je ne saurais plus soyer. C'est-à-dire que c'est un manuel civique. Moi, je suis extrêmement interpellé parce que ça fait 2 mois que le livre est sorti et on a toujours des réactions comme « Ah, mais j'ignorais. Ah, mais en fait, ils ont aussi les instituts de sondage. Ah, mais ils ont aussi créé des think tanks un peu bidons comme l'IFRAP qui raconte n'importe quoi sur les finances publiques ou Sapiens. Un peu bidon, l'IFRAP, ça? On peut dire ça?
Non, on peut dire que les chiffres avancés par l'IFRAP sont un peu bidons. C'est-à-dire que souvent, leurs estimations de la fraude sociale et la fraude fiscale laissent à désirer. Voilà. On va Est-ce dire, que on le va le dire comme ça. On va dire ça. Est-ce que Il y a le- des choses dans l'IFRAP qui sont acceptables, mais la plupart est inacceptable. Est-ce que le problème, ce n'est pas tout simplement de peut-être pas être au courant pour le grand public, Bien sûr c'est-à-dire que si. de ne pas forcément le savoir. Ça pourrait se mettre dans la loi, trouver de nouvelles formes, ou vous pensez qu'il y aurait trop de résistance, Olivier Legrain? Je pense qu'il y a tout un problème de circulation de l'information. Et après, c'est compliqué de s'informer. C'est beaucoup plus simple, effectivement, comme le disait Vincent tout à l'heure, d'avoir les faits divers en boucle. Et s'informer est compliqué. Donc, c'est tout un... on parle d'éducation populaire quelquefois, il y a tout un système d'éducation à revoir. Aujourd'hui, on est dans la facilité. Et fondamentalement, le fait divers, c'est la facilité. Eh bien, on va continuer à parler de la concentration des médias, de l'économie des médias, de leurs conséquences également sur la démocratie. En deuxième partie d'émission, à 8h20, nous recevrons Camille Vigon-Lequette, journaliste, grand reporter au Nouvel Obs, et le co-auteur de l'enquête qu'ils signent tous les deux en une du magazine cette semaine, Les Rendez-vous secrets de Bolloré. Clément Lacombe, merci. Olivier Legrain, homme d'affaires, ancien industriel, psychothérapeute, et Vincent Hédin, journaliste et essayiste, co-auteur de Sauver l'information de l'emprise des milliardaires chez Payot en 2025. Vous restez avec nous, ce sera intéressant d'avoir votre regard sur cette enquête. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur France Culture, il est 8h. Les matins d'été, Astrid de Vilaine. Que risquent nos démocraties à trop concentrer les médias? Cette semaine est marquée par le projet de rachat du média en ligne Brut par le milliardaire Rodolphe Saadé du groupe CMA-CGM, déjà propriétaire de La Tribune et de La Provence. Et Vincent Bolloré, qui a des vues sur le journal Le Parisien, détenu actuellement par Bernard Arnault. Cette information, on la lit dans vos colonnes cette semaine. Bonjour Camille Vigon-Lequette. Bonjour. Et bonjour Clément Lacombe. Bonjour. Camille, vous êtes journaliste, grand reporter au service France du Nouvel Obs. Clément Lacombe, journaliste au service enquête du Nouvel Obs. Et vous signez, je le disais, en une du magazine qui sort en kiosque aujourd'hui, Les Rendez-vous secrets de Bolloré. D'abord, pourquoi cette enquête ? Cette enquête, elle est partie du constat que tout le monde fait, pas seulement le Nouvel Obs, que Vincent Bolloré prend de plus en plus de place à travers son groupe de médias, notamment dans la vie politique française, mais aussi d'informations qu'on a eues avec Clément sur des visiteurs politiques réguliers qui venaient être adoubés ou chercher la bienveillance de Vincent Bolloré au cœur de son hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Et ça nous a donné envie d'en savoir plus parce que c'est une question démocratique et parce que comme toute chose qu'on ne veut pas raconter, on avait très envie d'aller voir. En effet, vous racontez qu'une immense partie du spectre politique se rend dans l'hôtel particulier de Vincent Bolloré, dans le 16e arrondissement de Paris. La ministre Aurore Berger, Jordan Bardella, Gérald Darmanin, Éric Ciotti, Sarah Knafo. Il y en a une qui n'est visiblement jamais invitée, c'est Marine Le Pen. Alors avec Marine Le Pen et entre Vincent Bolloré et Marine Le Pen, c'est une histoire compliquée. Elle s'est toujours un peu méfiée des milliardaires. Elle a tendance à dire en privé qu'ils ont toujours préféré plus conservateur qu'elle. C'est vrai que pendant la dernière élection présidentielle, ils ont plutôt soutenu Éric Zemmour de façon assez forte et ça l'avait beaucoup énervé. Après, il faut regarder ça avec beaucoup de distance parce que le groupe de Vincent Bolloré de médias s'est clairement mis au service du Rassemblement national lors de des dernières élections législatives et aujourd'hui fait le jeu du parti, notamment à travers les thèmes sécuritaires et identitaires qui sont poussés à longueur de journée dans les antennes et les colonnes des médias du groupe. Vous revenez longuement tous les deux dans cette longue enquête du Nouvel Obs sur la foi de Vincent Bolloré, quasi mystique, écrivez-vous. Il parlerait en acronyme FDB pour force du bien ou FDM pour force du mal. Dans les forces du mal, il y aurait la presse, la gauche et la justice. Est-il l'héritier de Patrick Buisson ? Il y a du Patrick Buisson chez Vincent Bolloré, c'est évident, mais aussi dans la trajectoire, dans les hommes qui les ont entourés. Vincent Bolloré, certains qui l'ont connu il y a longtemps nous disaient mais c'est un sarkozysme, Vincent Bolloré, c'est pas un homme d'extrême droite, etc. Aujourd'hui, clairement, tout prouve le contraire, notamment les moyens qu'il a mis pour pousser Jordan Bardella à travers la publication de son autobiographie chez Fayard, le plan de communication qui a été déployé autour, etc. On est clairement dans une idéologie qui s'est durcie. Il y a un durcissement chez Vincent Bolloré. C'est ce qui nous a beaucoup surpris avec Clément. C'est qu'il y a un durcissement politique, il y a une obsession on dit dans le papier, il y a deux obsessions chez Vincent Bolloré, le Christ et éviter
le déclin à la France, sauver la France. Et c'est tous ses amis nous le disent, hein, il voit moins de monde, il vit reclus et il s'est radicalisé à la fois sur la religion, qui est un aspect qui a toujours été important chez lui, mais qui aujourd'hui est devenu vraiment central, et sur la politique. Il parle de grands remplacements, par exemple. C'est quelque chose, c'est une expression qu'on va retrouver dans sa bouche aujourd'hui. Vous racontez en effet qu'il perd des amis, Alain Minc qui le trouve trop identitaire, Dominique Bussereau qui lui dit que le JDD est illisible. C'est ça que vous appelez une nouvelle ère ? Oui, c'est ça la nouvelle ère. C'est l'histoire d'un cheminement personnel. C'est quelqu'un qui, effectivement, à l'origine, vient d'un catholicisme bontain, breton, ouvert, et qui progressivement s'est durci au point que, effectivement, ses amis ne le reconnaissent plus, durci au point qu'il ne fréquente désormais que des personnes qui pensent désormais comme lui. Il s'est recroquevillé. On parle de lui dans Paris comme du nouveau Howard Hughes. Howard Hughes, je ne sais pas si c'est le Aviator, c'est le film Aviator, donc c'était ce milliardaire américain qui avait fini sa vie un peu reclus et qui ne voyait plus grand monde et qui ressassait les mêmes idées en permanence. Voilà, donc c'est ça l'image désormais qu'on a dans Paris d'Alain Minc, qui est donc quelqu'un qui ressasse de Vincent Bolloré, pardon, parce que c'est une formule que Alain Minc prononce dans les dîners en ville. Donc c'est ça l'image qu'on a désormais de Vincent Bolloré, c'est de quelqu'un de reclus et qui finalement, effectivement, reste sur ses obsessions et a décidé de mettre son pouvoir économique au service de ses obsessions. Il l'a dit à certains de ses très proches, je ne reconnais plus la France telle qu'elle est aujourd'hui. Je sais que dans 30 ans, la France que j'ai connue enfant n'existera pas et je ferai tout pour éviter cela. Et vous décrivez les liens qu'il a tissés ou qu'il tisse encore avec Bernard Arnault, un autre milliardaire propriétaire de médias. Et vous sortez cette information qui vraisemblablement commençait à circuler dans les rédactions et dans peut-être le microcosme parisien, que Vincent Bolloré aurait des vues sur le Parisien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et je rappelle que Olivier Legrain et Vincent Hédin, qui viennent de sortir le livre L'information, Sauver l'information de l'emprise des milliardaires, sont restés avec nous. On est au cœur du débat, en l'occurrence. Oui, c'est effectivement, c'était une rumeur pendant longtemps. Et là, ce qu'on peut affirmer, c'est que c'est plus qu'une rumeur. Il y a des rendez-vous réguliers entre Vincent Bolloré et Bernard Arnault. Il y a une estime mutuelle doublée d'un intérêt des affaires à s'entendre l'un et l'autre. Il y a eu la vente de Paris Match qui les a rapprochés, qui a été scellée l'année dernière. Mais là, on est en mesure de raconter qu'effectivement, ils se sont vus récemment et qu'ils ont évoqué la vente du Parisien. Il faut comprendre que Vincent Bolloré, dans la construction de ce méga empire médiatique, il lui manque un quotidien. Et le Parisien est un grand quotidien populaire, avec une force de frappe certaine, et que Bernard Arnault, qui n'aime pas trop vendre en général, est quand même un peu fatigué de perdre 30 millions d'euros en gros par an à cause du groupe. Et que donc, voilà, la chose n'est pas faite. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la chose est en discussion, ce qui évidemment est de nature à poser un certain nombre de questions et à susciter un certain nombre de craintes chez nos confrères et dans l'univers des médias. Et ce qu'on peut dire, c'est que Vincent Bolloré ne se cache plus de vouloir l'acquérir, qu'il en parle ouvertement dans Paris, à des proches, et que donc ça rend les choses de plus en plus crédibles et possibles. On peut rajouter aussi qu'il y a un axe qui se crée de plus en plus entre Bernard Arnault et Vincent Bolloré, puisqu'ils se retrouvent sur des questions de business, mais également sur les questions religieuses, puisqu'on les a vus ensemble l'année dernière au Puy du Fou, auprès de Philippe de Villiers. On les a vus il y a quelques semaines également à Argenteuil, où il y avait l'ostension de la tunique du Christ. Ils sont allés la voir ensemble. Donc voilà, on retrouve il y a une forme d'axe désormais qui se crée aussi sur des questions spirituelles, religieuses et politiques. Vous racontez également, je ne veux pas dévoiler toute l'enquête, mais il y a beaucoup d'informations, que Xenia Fedorova, l'ancienne directrice de RT France, qui a sorti chez Fayard le livre Banni, qui est souvent sur l'antenne de CNews, a été un peu réhabilité comme ça grâce à Vincent Bolloré. Est-ce qu'il a des liens avec la Russie, Vincent Bolloré ? C'est un des grands mystères récents chez Vincent Bolloré, c'est le virage pro-russe d'une partie de ses antennes. On a appris dans cette enquête qu'il avait lui-même demandé en personne à la patronne de la maison d'édition Fayard de publier, donc cette ancienne dirigeante d'un média d'influence pro-russe, pro-Kremlin. C'est lui aussi qui va imposer, elle, puis il y a d'autres journalistes de cette mouvance, si je peux utiliser le terme, qui sont présents sur les antennes et dans les colonnes du JDD. Il a poussé très clairement ces thèmes-là. Il y a à la fois
il y a une convergence à l'extrême droite avec voilà, une vision pro-russe, pro-impériale, qui peut être partagée. Est-ce que c'est la seule question? C'est compliqué à dire. Il y a aussi l'influence de Nicolas Sarkozy, dont on nous a beaucoup parlé. Le même Nicolas Sarkozy qui, on l'a appris aussi au cours de l'enquête, répète dans Paris qu'aujourd'hui, la vraie menace, c'est le réarmement de l'Allemagne. Et non l'expansionnisme russe, parce que, je le cite, les peuples ne changent jamais. C'est un des éléments qu'on a appris, et Vincent Bolloré et Nicolas Sarkozy sont amis et voisins. Une enquête qu'on peut retrouver dans le Nouvel Obs de cette semaine, les rendez-vous secrets de Bolloré, Camille Vigonne-Lequat qu'on vient d'entendre, grand reporter au service France du Nouvel Obs, et Clément Lacombe, journaliste au service enquête du Nouvel Obs, qui est également avec nous. Peut-être un mot de réaction à tous les deux, Olivier Legrain et Vincent Hédin, qui venaient de sortir ce livre « Sauver l'information de l'emprise des milliardaires ». On est peut-être là en plein dedans. Et surtout, une autre information de cette enquête, c'est l'interventionnisme du milliardaire breton, qui n'est quand même pas le cas de tous les milliardaires. Non. Vous racontez qu'à son domicile du 16e arrondissement de Paris, il reçoit des responsables de ces médias. Vous racontez qu'il y a des boucles WhatsApp dans lesquelles il peut donner des informations. Qu'en pensez-vous, Olivier Legrain, Vincent Hédin ? Je trouve ça très intéressant ce que je viens d'entendre, et ça confirme complètement ce qu'on a essayé d'écrire dans notre livre, c'est-à-dire qu'il y a un côté parrain de Vincent Bolloré qui s'exprime de plus en plus. On avait tendance de parler de guerre culturelle, guerre idéologique, guerre religieuse. Et, maintenant, en vous écoutant, j'ai l'impression que Bernard Arnault se rapproche de plus en plus de Vincent Bolloré. Si on fait de la politique 2 minutes, il y a un rapprochement de plus en plus entre la droite et l'extrême droite. On est vraiment en guerre. Moi, je pense qu'on est vraiment en guerre. Pourquoi on est en guerre ? Parce qu'il y a si on considère qu'un pays a des tendances à gauche et des tendances à droite, la droite et l'extrême droite sont en train d'essayer de ramener la France à quelque chose que ne me plaît pas du tout et qui est pour moi une atteinte très forte à la démocratie. Voilà. Effectivement, le pouvoir de Bolloré devient de plus en plus fort. Et tout ce que vous disiez sur les gens qui vont avoir une sorte de révérence pour Bolloré, on n'a pas parlé de Sterrin, mais le système que Bolloré, Sterrin, on va bientôt dire, y compris Bernard Arnault, conduit à quelque chose d'extrêmement mauvais pour la démocratie. Je voudrais vous citer un article de Marianne, le titre, 31 mars dernier, Mathieu Pigasse, le banquier qui se rêve en Bolloré de gauche, et une interview de Mathieu Pigasse lui-même qui disait à Libération le 11 janvier dernier « Je mets mes intérêts financiers au service de mes idées ». Le journaliste lui répond « Vincent Bolloré pourrait dire la même chose » et il répond « Mathieu Pigasse, vous avez raison ». Ils n'ont pas les mêmes moyens, c'est pour ça qu'on rappelle qu'1 million et 1 milliard, c'est pas la même chose. Quand Mathieu Pigasse avait pris des parts du Monde, il a dû les céder, donc il y a quand même une question de limite. Mais sur l'excellente enquête que vous sortez, ça rappelle quand même effectivement que Vincent Bolloré n'est pas un pestiféré qui soutiendrait l'extrême droite quand les autres milliardaires seraient différents. On a vu récemment le rachat de l'ESJ, donc la plus vieille école de journalisme, par Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Pierre-Édouard Sterrin et Rodolphe Saadé, donc ça montre les liens qui existent. Et puis on rappelle dans le livre, pour les petits renvois d'ascenseur qu'il y a entre milliardaires, que depuis qu'il a racheté le journal du dimanche, le groupe de Bernard Arnault, LVMH, achète systématiquement la dernière de couve du journal. Et le JDD le lui rend bien en faisant 2 pages complètement hagiographiques sur les enfants Arnault qui seraient des managers, forcément démiurges à la tête de la division joaillerie. Voilà, c'est un peu ça que ça m'évoque, c'est ce capitalisme de connivence, d'influence et qui fait fi normalement normalement il y avait un front républicain, on ne parlait pas à ceux qui soutenaient l'extrême droite, et aujourd'hui ce qu'on entend dans ce que vous écrivez, c'est que c'est plus le cas. Allez-y. Oui, ce que je trouve très intéressant dans cette enquête, c'est l'importance de plus en plus importante de Bernard Arnault et de Vincent Bolloré, qui sont quand même 2 très grandes puissances financières dans notre pays. Clément Lacombe ? Alors là-dessus, effectivement, l'axe est renforcé. En fait, c'est 2 personnes qui se connaissent de très longue date, donc qui ont toujours fait du business, qui sont toujours flairés. Le monde des affaires, c'est un monde qui est assez petit, qui est assez endogamique, où les gens se connaissent, se fréquentent, échangent, dînent, etc. C'est le cas pour eux depuis très longtemps. La nouveauté, c'est que Vincent Bolloré fascine. Il fascine notamment par son côté voyou, bad boy,
sa capacité à s'affranchir des règles, s'affranchir du droit commun, s'affranchir de la bienséance. Et donc, il y a une forme... C'est un voyou, c'est un pirate des affaires. Donc, ça fascine forcément les gens qui sont un peu plus institutionnalisés, qui sont qui peuvent moins s'affranchir des règles. Et il exerce cette fascination sur Bernard Arnault. Et c'est vrai que l'axe s'est renforcé. Ils échangent, ils se voient, ils partagent des convictions. Et on l'entend beaucoup dans Paris, chez leur père, chez d'autres personnes. Vincent Bolloré tire à droite Bernard Arnault. Et ça a été renforcé aussi par l'épisode de l'année dernière, parce que Bernard Arnault, c'est une enquête qu'on a racontée l'année dernière avec Camille. Bernard Arnault a été très très proche du pouvoir. C'était le milliardaire préféré d'Emmanuel Macron. C'est quand même l'homme le plus riche du monde, ou l'un des hommes les plus riches du monde. Donc on le traite différemment. C'est celui que l'on met en face du président américain quand il y a un dîner d'État à l'Élysée. Mais il y a eu une rupture l'année dernière. Bernard Arnault n'a pas compris la dissolution. Il s'est éloigné de l'Élysée. Et forcément, quand on s'éloigne du bloc central, il ne va pas aller sur sa gauche, non, il va aller plutôt sur sa droite. Et donc, il va se rapprocher de Vincent Bolloré. Olivier Legrain. Ce que je trouve également très intéressant dans votre enquête, c'est le rôle de l'Église catholique. Il y a plusieurs... que vous disiez, Camille, qui sont extrêmement intéressantes et qui sont également extrêmement inquiétantes. Pour ça, on a échangé avec plusieurs responsables ecclésiastiques également pour essayer de comprendre comment l'Église catholique voyait Vincent Bolloré. Il y a une forme d'impuissance aujourd'hui au sein du clergé. Alors, il y a ceux qui sont convaincus, qui sont plutôt de tendance conservatrice, et puis il y a les autres qui regardent ça avec pas mal d'impuissance, parce que quels outils a finalement une Église assez faible face à un milliardaire qui est capable de choisir son clergé. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il s'est constitué un clergé à lui, une chapelle à lui, au sein d'un foyer qu'il possède, avec deux hommes d'église, deux abbés conservateurs, plutôt de tendance traditionnelle, qui l'accompagnent dans sa quête de foi, de sainteté et de réhabiliter un monde avec des valeurs du bien contre les forces du mal, on l'a dit. Et c'est vrai que tout ça dessine un environnement particulier sur lequel, y compris au sein de l'épiscopat français, on n'a pas forcément de prise. Peut-être un mot avec vous, Clément Lacombe, puisqu'en début d'émission, avant que vous arriviez tous les deux, on parlait de cette proposition de loi qui concerne l'audiovisuel public de holding, qui est en ce moment de retour au Sénat. Et Vincent Hédin, à côté de vous, nous rappelait cet épisode de Rachida Dati face à Patrick Cohen, qui a beaucoup circulé sur les réseaux dans l'émission C'est à vous. C'est vous qui avez révélé l'information qui a, entre guillemets, mis le feu aux poudres dans cet entretien. Vous aviez sorti avec le complément d'enquête une information supplémentaire sur une affaire qui concernait Rachida Dati, et notamment de virements qu'elle a perçus de la part de GDF Suez lorsqu'elle était eurodéputée. Comment vous, en tant que journaliste, vous avez vécu cette séquence ? Alors, moi, j'ai été content d'abord qu'elle s'exprime sur le sujet, puisque effectivement, quand on a travaillé, quand on a enquêté, moi, ça fait 18 mois maintenant que je travaille sur les enquêtes qui touchent Rachida Dati, qui lui valent notamment une mise en examen pour corruption dans le cadre d'une affaire qui touche à Renault, des faits pour lesquels elle est présumée innocente, je le rappelle toujours. J'étais content qu'elle s'exprime, parce que moi, elle n'a jamais pris son téléphone, elle m'a jamais répondu formellement aux questions que je lui posais, donc j'étais déjà content qu'elle s'exprime. Après, j'ai pas été surpris, parce que on sait bien que la tentation, à partir du moment où on vous met des faits et qu'on vous demande de répondre formellement sur les faits, sa tentation, c'est d'attaquer, de répondre de façon brutale, de mordre. Il n'y a pas d'autre mot. C'est de l'agressivité. Et effectivement, elle a créé une affaire dans l'affaire, ce qui permet de diluer l'affaire initiale. Merci Clément Lacombe, journaliste au service enquête du Nouvel Obs, d'être passé nous voir avec votre co-autrice pour cette enquête en une du magazine Les Rendez-vous secrets de Bolloré, Camille Vigogne-Lecoit, journaliste, grand reporter au service France du Nouvel Obs, et Olivier Legrain et Vincent Hédin. Merci à vous d'être venus ce matin. Je cite votre dernier ouvrage, Sauver l'information de l'emprise des milliardaires. France Culture, il est 8h38.